Merci de votre attention, Madame, Monsieur. Bonsoir. L'actualité est ce soir. Le Conseil des ministres tenu hier, mercredi. Vous suivrez tout à l'heure le compte rendu complet des travaux. À suivre aussi l'intégrale de la conférence de presse d'après Conseil des ministres tenu donc hier, mercredi. C'est une préoccupation permanente des acteurs économiques. Comment consolider la croissance des PME? Et depuis ce matin, Lomé est la plateforme des réponses attendues. D'éminentes personnalités prennent part depuis ce matin donc à Lomé, dans notre capitale, à la 8e édition de Africa SME Champions Forum, travaux ouverts par le Premier ministre au nom du chef de l'État. Et puis en RDC, c'est officiel, Moïse Katumbi est candidat à la présidentielle. L'ancien gouverneur de la province de Katanga a confirmé ses intentions. L'élection devrait avoir lieu avant la fin de cette année. Voilà, Madame, Monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. C'est un pas de plus dans la protection des populations, l'assurance maladie universelle, l'électrification rurale, deux gros sujets au cœur hier, mercredi, des échanges au Conseil des ministres. Les travaux ont été présidés par le chef de l'État, Fornès Singbe. En tout, 4 projets de décret ont été examinés et 3 communications écoutées. Voici l'intégrale du compte rendu du Conseil des ministres avec la ministre Yawa Kuigan de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Communiqué du Conseil des ministres du 4 octobre 2023. Le Conseil des ministres s'est réuni ce 4 octobre 2023 sous la présidence de son Excellence M. Faure Esozum Singbe, président de la République. Le Conseil des ministres a examiné 4 projets de décret et écouté 3 communications. Les travaux ont essentiellement porté sur l'assurance maladie universelle. À l'ouverture des travaux, le Conseil des ministres a écouté une première communication relative à l'assurance maladie universelle, notamment aux paramètres techniques de mise en œuvre présentés par le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Cette communication visait à rendre compte au Conseil des ministres des propositions d'ordre pratique destinées à permettre l'accélération du processus de mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Le chef de l'État, conformément à sa politique de cohésion et d'harmonie sociale, de promotion et de développement du capital humain, a instruit le gouvernement de renforcer et d'étendre la protection sociale à toutes les couches de la population. Ainsi inscrite au rang des projets prioritaires de la feuille de route 2020-2025, la couverture sanitaire universelle a été consacrée par la loi numéro 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle en République togolaise. La communication présentée ce jour en Conseil des ministres réaffirme l'accent mis sur l'égalité d'accès aux soins de santé essentiels ou primaires, sur la qualité des soins et sur la solidarité. Elle formule des propositions articulées autour du panier de soins, des taux de cotisation, de l'architecture de l'assurance maladie universelle et du chronogramme prévisionnel d'intégration des différentes catégories de la population à l'assurance maladie universelle. Il faut retenir que le chronogramme d'intégration des différentes couches et catégories d'affiliés à l'assurance maladie universelle débute le 1er janvier 2024. En définitive, la réussite de l'accélération du processus de l'assurance maladie universelle dans notre pays nécessite la collaboration
et l'implication de tous, acteurs sociaux, pouvoirs publics, citoyens et partenaires techniques et financiers du Togo. Le président de la République a instruit le gouvernement de poursuivre la démarche inclusive et la concertation permanente dans la mise en œuvre du processus de déploiement de l'assurance maladie universelle. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté un premier projet de décret fixant le panier de soins de référence de l'assurance maladie universelle pour les salariés du secteur public et les travailleurs du secteur privé formel. Ce texte détermine le panier de soins détaillé des prestations garanties en prenant en compte la nécessité d'assurer des soins de santé de base et de maintenir l'équilibre technique et financier du régime. Il définit 3 groupes ou catégories de personnes assujetties à l'assurance maladie universelle. Les agents publics et assimilés, ainsi que les titulaires des pensions civiles et militaires, les travailleurs du secteur privé, les titulaires des pensions de retraite du secteur privé, les ministres du culte, les travailleurs indépendants, ainsi que les personnes relevant des secteurs informels et agricoles et les personnes vulnérables. Il est précisé que les différentes catégories d'assujettis ont la possibilité de souscrire à des paniers de soins complémentaires. L'adoption de ce décret permet d'assurer un accès universel, équitable aux soins de santé essentiels aux différentes couches de la population à travers l'assurance maladie universelle. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un deuxième décret fixant le cadre contractuel entre les organismes de gestion et les organismes gestionnaires délégués de l'assurance maladie universelle. La loi numéro 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle en République togolaise a prévu la possibilité de délégation de certaines compétences et fonctions de l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie universelle à des organismes gestionnaires délégués. Ceci pour accroître l'efficacité des prestations, rapprocher les services des usagers et permettre une meilleure communication entre les parties prenantes. Ce décret offre donc la possibilité aux organismes gestionnaires de l'assurance maladie universelle de s'appuyer sur des compétences avérées en la matière et de renforcer la proximité avec les populations. Il permettra de renforcer l'efficacité, la célérité et une bonne administration de l'assurance maladie universelle. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un troisième décret fixant les modalités d'accès aux prestations de soins de santé couvertes par l'assurance maladie universelle. Ce décret réglemente les conditions d'ouverture des droits d'accès aux prestations de soins, les différents types de formations sanitaires existants et définit le parcours de soins coordonnés que doit suivre l'assuré. Il permet d'encadrer l'accès aux prestations garanties par l'assurance maladie universelle. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un quatrième décret fixant les taux, montants et modalités de recouvrement des cotisations sociales et autres contributions dues au titre du régime d'assurance maladie universelle. Ce décret définit l'assiette et les taux des cotisations sociales des assujettis au régime d'assurance maladie obligatoire de base et en précise les modes de paiement et de recouvrement, définis et adaptés selon les particularités de chaque
catégories ou groupes d'assujettis, en tenant compte notamment de la nature de leurs revenus. Pour les personnes relevant de la catégorie des assujettis vulnérables, il est proposé une contribution mensuelle forfaitaire dont le montant sera fixé ultérieurement. L'adoption de ce décret permet à l'INAM et à la CNSS de disposer des instruments juridiques nécessaires pour amorcer efficacement la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Il permet en outre d'établir un financement équitable qui tient compte des capacités contributives de chacun. Au titre des communications, le Conseil des ministres a écouté une deuxième communication relative au projet d'électrification rurale de 317 localités, présentée par le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de l'énergie et des mines. Initié en 2019, le projet d'électrification rurale de 317 localités par mini-réseau solaire consiste en la construction d'une mini-centrale solaire pour chaque localité et le déploiement de réseaux électriques basse tension pour le raccordement des ménages. Au regard des évolutions générales et localisées, rendant nécessaire une actualisation et un nouveau calibrage du périmètre d'exécution de ce projet, une nouvelle sélection des localités pour lesquelles l'électrification par mini-réseau reste pertinente est opérée sur la base de critères relatifs notamment à la distance, à la densité de population, à la concentration de l'habitat et au potentiel de consommation. Ainsi, 56 localités qui répondent aux critères ont été retenues. La mise en œuvre du projet d'électrification par mini-réseau dans ces localités permettra de toucher environ 19 000 ménages. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de formuler des propositions permettant de prendre en compte les possibilités de solutions d'électrification mixte pour desservir toutes les localités concernées par le projet initial. Le Conseil des ministres a écouté une troisième communication relative à la situation de dégradation de certains ouvrages de franchissement et tronçons prioritaires du réseau des pistes rurales, présentée conjointement par le ministre du Désenclavement et des pistes rurales et le ministre des Travaux publics. Le gouvernement, sous le leadership du président de la République, a inscrit au titre des priorités de sa feuille de route 2020-2025 et exécute un programme de réhabilitation et d'extension des axes prioritaires du réseau des pistes rurales, avec pour ambition de désenclaver le milieu rural pour accélérer son développement économique et social. Cependant, les pluies diluviennes de ces dernières années, dues au changement climatique et la croissance rapide du trafic de camions poids lourds, ont eu un impact négatif sur le réseau des pistes rurales. Sur certains axes structurants de ce réseau, il a été constaté des cas de destruction, d'effondrement et de précarité de plusieurs ouvrages de franchissement de type pont et ponceau, ainsi que des dégradations importantes de leurs pistes rurales d'accès, de même que celles d'autres principales voies routières de raccordement. La situation ci-dessus présentée rend difficile, voire impossible, l'accès des populations des zones concernées aux infrastructures, équipements et services socio-économiques de base, mais aussi l'accès aux services agricoles, aux zones de production et de transformation, notamment la répartition des intrants opérée chaque année par le ministère chargé de l'Agriculture, les zones d'aménagement agricole planifiées, la collecte des récoltes, etc.
Elle entraîne par la même occasion l'enclavement de plusieurs localités rurales. Au vu de ce diagnostic, le président de la République a instruit le gouvernement de trouver des solutions urgentes pour atténuer ces difficultés et soulager les populations en attendant la réalisation des études relatives aux travaux de reconstruction des ponts et ponceaux effondrés avec leurs voies d'accès. Au titre des divers, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale a rendu compte au Conseil des ministres du programme de la célébration du mois du consommé local. Le ministre de l'Inclusion financière et de l'Organisation du secteur informel a rendu compte au Conseil des ministres de l'organisation de la Semaine africaine de la microfinance qui se déroulera à Lomé du 16 au 20 octobre 2023. Le ministre des Enseignements primaires, secondaires et techniques et le ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation ont rendu compte du déplacement effectué à Ngobo, dans la préfecture de Blita, à la suite du décès de 2 élèves survenu le 27 septembre 2023, pour porter aux familles endeuillées et à la communauté éducative de la localité le message de condoléances et de solidarité du chef de l'État et du gouvernement. La délégation ministérielle s'est également rendue au chevet de l'enseignant blessé dans le même accident. Le Conseil des ministres a réitéré sa compassion aux victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement reste déterminé à renforcer la mise en œuvre du projet de construction et de réhabilitation des salles de classe inscrits dans la feuille de route 2020-2025. Faite à Lomé, le 4 octobre 2023, le Conseil des ministres. Voilà, vous venez là de suivre le compte rendu complet du Conseil des ministres tenu donc hier. Et après, juste après, eh bien, c'est la conférence de presse. En voici d'ailleurs un extrait avec les explications des ministres Gilbert Bahara et Yawa Kwigan sur l'assurance maladie universelle. Ce qu'il y a dans l'assurance maladie universelle, il faut retenir universel, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez vu dans le compte rendu du Conseil des ministres, les travaux ont essentiellement porté aujourd'hui sur cette question. Je ne suis pas surprise en réalité de votre intérêt pour cela. L'objectif fondamental du président de la République, c'est d'assurer la cohésion et l'harmonie nationale. C'est de faire en sorte qu'aucun citoyen togolais, entre autres, mais y compris aussi les étrangers qui vivent sur notre territoire, ne puisse, faute de moyens et en cas de maladie, s'abstenir d'aller se soigner ou en pâtir. Voilà, c'était donc un extrait, juste un extrait. Nous reviendrons sur l'intégralité de cette conférence de presse d'après Conseil des ministres. Ce sera en fin de journal tout à l'heure. Dans la foulée, cette info, Banque mondiale, le Togo fait monter encore le curseur. Notre pays enregistre en effet la plus forte progression en 2022 en Afrique. C'est ce qu'indique le rapport 2023 de la Banque mondiale, un rapport sur l'évaluation des politiques et institutions nationales pour l'Afrique. Joseph Amiga. La publication des résultats de l'évaluation des politiques et des institutions nationales CPIA, conduite par la Banque mondiale en 2022 pour 39 pays éligibles à l'assistance de l'Association internationale de développement AIDA en Afrique subsaharienne, révèle que le Togo est en tête du classement africain en termes de progression de son score. Dans ce rapport paru en septembre 2023, le score du Togo s'établit à 3,7 points. Avec ce score, le pays se positionne désormais dans le top 5 parmi les 39 États évalués au niveau régional et éligibles aux ressources de l'IDA. En Afrique de l'Ouest et centrale, le Togo occupe la 3e place. Les avancées enregistrées par le Togo dans le classement CPIA depuis 2017
reflète les bénéfices tangibles des réformes institutionnelles et économiques impulsées sous le leadership du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Non seulement cette hausse est notable en comparaison avec la tendance générale en Afrique, mais elle nous encourage également à poursuivre nos efforts, a fait noter la ministre Sandra Ablamba-Johnson. Ces réformes témoignent de l'excellente performance du pays qui a enregistré l'une des plus fortes augmentations sur le continent africain depuis 2016, passant de 3,0 en 2016 à 3,7 en 2022, après une stagnation depuis 2012. En 2022, le pays a enregistré la plus importante amélioration avec un score moyen largement supérieur à la moyenne des pays IDA 3,1. Ainsi, la tendance ascendante du score est particulièrement notable depuis 2019, classant le Togo en première position avec une amélioration en moyenne de son score de 0,33, surtout quand on la compare à la baisse moyenne des scores dans les régions de l'Afrique de l'Ouest, du Sud et de l'Est sur cette période. En outre, depuis 2012, les scores de 12 sous-indicateurs sur les 16 évalués ont été améliorés. Les 4 autres sont restés constants sans être dégradés. Les progrès enregistrés s'observent principalement au niveau de 3 clusters sur les 4 évalués, à savoir la gestion économique 3,8, les politiques structurelles 3,8 et la politique d'équité et d'inclusion sociale 3,8, depuis le lancement du processus des réformes. En matière de gestion économique, le Togo a amélioré son cadre de politique budgétaire en totalisant un score de 4 contre 3,5 l'année précédente. Cette amélioration est soutenue par l'adoption depuis quelques années du budget programme, la résilience du pays dans la gestion des différentes crises et la poursuite de l'assainissement des finances publiques. En ce qui concerne la politique d'équité et d'inclusion sociale, le Togo a été particulièrement performant en matière de politique et institutions axées sur la durabilité écologique, où il obtient un score de 4,5 contre un score de 4 l'année précédente. Cette performance se justifie par l'adoption des tests de mise en place du Fonds vert pour le climat, le vote de la loi sur l'aménagement et la mise en valeur du littoral, l'implémentation des projets et sauvegarde environnementale, WACA et RED+. En outre, les réformes réalisées en matière de politique commerciale, d'amélioration du secteur financier et d'amélioration du cadre de l'environnement réglementaire des entreprises ont permis l'accroissement du score des politiques structurelles de 3,3 en 2021 à 3,8 en 2022. Il s'agit notamment des réformes significatives dans les services commerciaux et logistiques, y compris l'adoption d'une loi d'orientation du secteur des transports et la poursuite de la numérisation des procédures douanières, de l'introduction de la loi sur l'affacturage, d'une nouvelle stratégie d'inclusion financière, de l'utilisation efficace des bureaux de crédit et de la privatisation de l'International Business Bank Togo. Malgré ces résultats encourageants, le pays dispose encore de marge de manœuvre sur les indicateurs pour lesquels des défis restent encore à relever, notamment le cluster de la gestion des institutions et des services publics, qualité de la gestion budgétaire et financière de l'administration publique, de la transparence, de la responsabilité dans le secteur public. Notre deuxième titre ce soir, Africa SME Champions Forum. Lomé abrite la 8e édition avec comme point d'orgue cette question: comment consolider la croissance des PME? Préoccupation importante, réponse attendue des éminentes personnalités présentes. Les travaux ont été ouverts officiellement ce matin par Madame le Premier ministre, Victoire Toméga-Dobé, et c'est au nom du chef de l'État. La cérémonie d'ouverture, le récit de Yataratem. Elle représente plus de 90% du secteur privé africain. Les PME, petites et moyennes entreprises, sont le nerf des économies du continent.
Elles restent pourtant généralement les grandes oubliées des politiques publiques et des institutions de financement. Seulement 20% des PME ont accès à un financement via les circuits classiques. Il faut booster ce chiffre pour booster la croissance. C'est tout le sens de l'Africa SME Champions Forum. Rassemblés autour de la même table, les acteurs concernés par l'appui à la petite et moyenne entreprise en Afrique. Vous savez, les PME, quand elles grandissent, il leur faut un centre de service, c'est-à-dire comment mieux s'organiser, comment renforcer son outil de production, comment recruter des nouvelles compétences, comment aller sur des nouveaux marchés. Ça coûte cher. Le financement habituel, c'est la banque. Or, la banque n'a pas vocation à financer des ressources longues et peu coûteuses. Et puis après, il faut de la volonté politique. On veut donc trouver des financements conséquents pour ces entreprises qui créent plus de 50% des emplois sur le continent. En faire des piliers économiques solides et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique pose déjà les jalons. La BADEA a signé 2 conventions de financement et d'assistance aux PME avec le gouvernement togolais d'une part et l'Africa Guarantee Fund d'autre part. L'idée, c'est de voir comment le gouvernement togolais, à travers cette convention, peut ventiler une partie vers une organisation comme le ministère qui s'occupe de l'emploi des jeunes. La deuxième convention, c'est justement le risque. Consolider la croissance des petites et moyennes entreprises nécessite plusieurs autres facteurs, dont la gouvernance et les ressources humaines. À ce forum, des panels, des rencontres B2B permettront aux entreprises d'être informées de stratégies efficaces, d'idées innovatrices et d'outils concrets pour surmonter les obstacles et propulser leur entreprise vers un avenir florissant. Le Togo a consacré la priorité aux PME depuis plusieurs années. Des réformes ont été opérées afin de faciliter leur création et permettre leur éclosion dans le tissu économique national. Au Togo, la feuille de route gouvernementale 2025 est venue confirmer une dynamique des PME déjà largement enclenchée, notamment avec des entreprises autour des chaînes de valeur agricoles. Dans ce secteur en particulier, nous avons, sous le très haut leadership du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons opté pour l'identification des chaînes de valeur autour de filières porteuses et prioritaires, qui nous permettent soit d'exporter notre production, soit de la transformer localement. Et c'est que de cette manière que nous pouvons créer des emplois dans notre pays. C'est ainsi que notre pays, grâce aux PME évoluant dans ce secteur, est devenu le premier exportateur de soja bio vers l'Union européenne. Aujourd'hui, nous nous engageons dans une nouvelle phase en transformant le soja localement sur le site de la plateforme industrielle d'Aditi-Copé. Par ailleurs, notre pays a décidé de réserver 25% des marchés publics aux entreprises promues par les jeunes et par les femmes. Cette initiative a permis, depuis sa mise en place, de contracter des marchés publics de 170 milliards de francs CFA cumulés avec les PME de notre pays. En matière de facilitation, des réformes sont engagées. Il est possible de créer une entreprise en quelques heures et à distance. Nous avons mis en place une charte des PME qui offre d'une part un cadre pour les échanges entre les PME et d'autre part entre l'État et ces PME. En 2021, par exemple, l'écosystème du start-up togolais a levé environ 6 millions de dollars, essentiellement par rapport en capital, ce qui fait une hausse de 57% par rapport à 2020. Ce climat favorise aujourd'hui la poussée de nano-entreprises, de micro-entreprises, de petites entreprises et de moyennes entreprises. La rencontre de Lomé célèbre ainsi la résilience et l'ingéniosité des PME qui apportent des solutions adaptées à nos contextes locaux. Alors, on vient de parler des PME, mais elle n'est pas loin, elle est partout, dans les PME, à la banque, dans la protection de nous-mêmes et de nos biens. L'assurance intervient partout. Mais comment les produits d'assurance sont perçus par les populations? Là est justement la question. Il est temps de démystifier les assurances et ça passe par les médias, d'où cette formation à l'intention des journalistes. Marie-Ange Vida pour le compte rendu. L'on dit souvent sous nos cieux que assurance rime avec frustration, colère et incompréhension. Le plus souvent du côté des bénéficiaires des produits d'assurance. Ils récriminent plus contre l'assurance automobile. Il y a le sinistre matériel. Ça veut juste dire que les véhicules ont eu des chocs et autres.
et il y a le sinistre corporel. Et ça, c'est le sinistre le plus grave. On peut réparer un véhicule, mais un homme, quand bien même vous le réparez, il est diminué. Et donc, il faut qu'on n'expédie pas son indemnisation. Il peut arriver même qu'au terme des soins, la personne ne soit pas toujours consolidée. On va attendre sa consolidation et tout ça, ça prend du temps. Pour se refaire, Beuyer Presse, l'industrie de l'assurance au Togo s'associe à l'industrie médiatique. Former les journalistes sur les assurances matérielles comme corporelles. Les participants viennent des plateaux de la Maritime et de Lomé commune pour connaître les réalités des procédures d'indemnisation. De nos jours, il suffit qu'un événement se passe, tout le monde est informé. Or, nous sommes dans un pays à faible culture d'assurance. C'est de vous voir relayer la formation, l'information que nous vous donnons en éduquant la population à comprendre le bien fondé de ce service qui, lorsque vous êtes démunis, vous vient en aide. En fait, pour beaucoup, quand ils s'assurent, ils pensent qu'ils s'appauvrissent. Alors qu'en réalité, quand vous souscrivez à une assurance, c'est de l'argent que vous avez mis de côté pour faire face à une situation difficile. Vous êtes victime. D'abord, vous avez l'obligation de déclarer le sinistre à votre assureur. Et à partir de ce moment, les procédures sont mises en place. Ce sont ces informations que les journalistes devront relayer auprès du public. La formation s'étend sur 2 jours. Elle fait suite à celle des journalistes du nord du pays tenue à Kara. Et la suite est notée que la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 2e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu demain vendredi 6 octobre 2023 à 9h. Ce sera au siège donc de l'Assemblée nationale. Il est 20h, donc passé de 36 minutes. À l'étranger, en République démocratique du Congo, c'est officiel, Moïse Katumbi est candidat à la présidentielle. L'ancien gouverneur de la province de Katanga a confirmé donc son intention de briguer la magistrature suprême. L'élection devrait avoir lieu avant la fin de cette année. Retour chez nous et comme promis tout à l'heure en début de journal, nous voici avec l'intégrale conférence de presse. Hier, c'était donc le Conseil des ministres tenu hier mercredi, donc et justement après, et comme d'habitude, la conférence de presse d'après Conseil donc des ministres. Voici maintenant l'intégralité de cette conférence de presse comme promis. Je suis Ambroisine Nemende, directrice de l'agence de presse Savoir News. Alors, ma question est relative aux dégâts causés par les pluies diluviennes sur le réseau des pistes rurales. Concrètement, quelle est la situation sur le terrain et quelles sont déjà les solutions envisagées? Je vous remercie pour votre question. Vous le savez, le gouvernement a engagé un vaste programme pour construire et réhabiliter des pistes rurales dans notre pays. L'intérêt, personne ne l'ignore, c'est dans un premier temps de désenclaver les zones de production agricole, de faciliter la mobilité et les échanges et de permettre à nos populations d'accéder aux infrastructures socio-économiques. Alors, pendant que ce programme de construction de pistes rurales se déroule, on a réalisé, chemin faisant, que le déroulement du temps normal, parce que les intempéries font partie de la vie. Maintenant, vous avez un volume normal qui est intégré dans les prévisions, mais également, vous le savez, aujourd'hui, nous sommes confrontés au changement climatique, et qui dit changement climatique dit des volumes d'eau beaucoup plus importants que ce qui a pu être prévu. Alors, cette situation a causé ceci. Un certain nombre d'infrastructures de franchissement, notamment des ponts, des ponceaux, qui traversent ce réseau de pistes rurales et de tronçons prioritaires, est en proie à une dégradation un peu plus accélérée que ce à quoi on aurait pu s'attendre raisonnablement. Donc, voilà la situation sur le terrain. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est renforcer ces infrastructures qui se dégradent beaucoup plus rapidement pour permettre à nos populations d'avoir le juste bénéfice de ces pistes rurales qui sont en construction. Alors, ce qu'il faut faire, une partie
a fait l'objet de la communication au Conseil des ministres ce matin, c'est cette tournée de diagnostic pour réaliser ouvrage de franchissement. Quelle est la situation de dégradation, voire parfois d'effondrement, parfois de fragilité seulement? Ce premier constat a été fait. Vous l'avez entendu dans le compte rendu du Conseil des ministres, le chef de l'État a instruit le gouvernement de trouver des solutions pour remédier dans l'immédiat aux difficultés auxquelles les populations sont confrontées. Puis, dans un second temps, des études seront entreprises pour planifier, cette fois, des travaux de réhabilitation quand on peut réhabiliter, de nouvelles constructions quand il faut construire à nouveau. Alors, ma deuxième question est liée à la couverture sociale. La mise en place d'une assurance maladie universelle nécessite de gros investissements. Comment l'État va s'y prendre? Ce qu'il y a dans l'assurance maladie universelle, il faut retenir universel, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez vu dans le compte rendu du Conseil des ministres, les travaux ont essentiellement porté aujourd'hui sur cette question. Je ne suis pas surprise en réalité de votre intérêt pour cela. Je suis entourée ce soir de mes collègues ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, et de mon collègue ministre de l'accès universel aux soins, qui vont pouvoir, par le détail, vous fournir autant d'explications qu'il le faut sur cette thématique. Parlant de la couverture sociale universelle, je vous ai entendu parler de panier de soins de référence. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Et une dernière question, si je peux m'exprimer. Le schéma actuel en termes de prise en charge, c'est l'Institut national de l'assurance maladie pour les fonctionnaires et la Caisse nationale de sécurité sociale pour le secteur privé. Avec l'avènement de l'assurance maladie universelle, est-ce qu'on va assister à une sorte de fusion ou est-ce que ce sera toujours le même schéma? Merci. Je voudrais revenir d'un mot concernant le coût que représente la mise en place de l'assurance maladie universelle. L'objectif fondamental du président de la République, c'est d'assurer la cohésion et l'harmonie nationale. C'est de faire en sorte qu'aucun citoyen togolais, entre autres, mais y compris aussi les étrangers qui vivent sur notre territoire, ne puisse, faute de moyens et en cas de maladie, s'abstenir d'aller se soigner ou en pâtir. Donc, il s'agit de faire en sorte que, à travers l'assurance maladie universelle, toutes les couches de la population puissent être intégrées au dispositif de couverture santé. Et naturellement, cela va coûter beaucoup de ressources. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons déjà la pleine conscience qu'il s'agit d'un dispositif qui va faire appel à la fois à la mutualisation des ressources et des risques, mais aussi à la solidarité nationale. Dans les textes qui ont été adoptés ce matin, et notamment dans la communication, il est prévu des réflexions et un mécanisme et des leviers pour voir comment des ressources adéquates peuvent être mobilisées, notamment pour s'assurer que l'ensemble des catégories, particulièrement les personnes vulnérables, ne soient pas laissées en marge du dispositif d'assurance maladie. Vous avez posé une question concernant le panier de soins de référence. Il s'agit essentiellement du panier de soins ou de l'offre de soins actuelle de l'INAM. Actuellement, sont affiliés à l'assurance maladie obligatoire gérée par l'INAM les agents publics et assimilés. Et nous appelons agents publics et assimilés les fonctionnaires, les employés et travailleurs des établissements à caractère administratif, ainsi que les titulaires des pensions civiles et militaires, c'est-à-dire ceux qui bénéficient d'une pension auprès de la Caisse de retraite du Togo. Puisque ce panier existe déjà, nous le considérons comme un acquis et nous le considérons comme le panier de référence. À partir de ce panier de référence, nous allons voir comment adapter les autres paniers de soins en faveur des autres catégories de la population en tenant compte des réalités et des particularités propres à chaque catégorie et groupe de population. Voilà ce que nous appelons panier de soins de référence. Je voudrais dire que jusqu'à ce jour, l'INAM et la CNSS ne géraient pas l'assurance maladie universelle. Il y a l'INAM qui était organisme gestionnaire de l'assurance maladie obligatoire pour le compte des agents publics et assimilés, c'est-à-dire les fonctionnaires et les titulaires de pensions civiles et militaires.
c'est vrai qu'au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, il y avait un petit dispositif de couverture des risques professionnels, les accidents du travail, les maladies professionnelles, mais la CNSS ne gérait pas en tant que tel un système d'assurance maladie. À partir des textes que nous avons adoptés ce matin, à l'avenir, l'INAM va continuer à gérer l'assurance maladie au profit des agents publics et assimilés, c'est-à-dire tous ceux qui sont aujourd'hui affiliés à l'INAM vont continuer à l'être, s'ils sont des agents publics et des titulaires des pensions civiles et militaires. Et la Caisse nationale de sécurité sociale va gérer la catégorie de ceux qui sont regroupés parmi les travailleurs du secteur privé, les travailleurs indépendants, les personnes physiques qui exercent une activité libérale, mais également tous ceux qui relèvent des secteurs agricoles et de l'économie informelle. Et donc, c'est à partir de maintenant que nous pouvons considérer que la Caisse nationale de sécurité sociale vient s'ajouter à l'INAM en qualité d'organisme gestionnaire de l'assurance maladie pour les catégories que nous venons de donner. Donc, il n'y a pas en tant que tel une histoire de fusion. Au contraire, nous sommes en train d'aller vers plutôt une clarification des missions. Qu'est-ce qui guide le gouvernement dans le choix de ce système de gestion de l'assurance maladie? C'est faire en sorte que les affiliés puissent jouir et bénéficier très facilement des services et des prestations qui doivent être fournis dans le cadre de l'assurance maladie. C'est vraiment le souci de l'amélioration de la qualité, de la célérité et de la proximité des services et des prestations qui doivent être fournis aux populations en matière d'assurance maladie. Sur la question qui est posée, je voudrais juste rebondir sur le premier aspect de la question de madame, qui constate que l'assurance maladie coûte cher et que cela induit des moyens énormes. Cela traduit plutôt l'ampleur de l'engagement du chef de l'État, qui, comme l'a dit le ministre Barbara tantôt, ne veut plus que des citoyens ou des personnes établies sur notre territoire soient en défaut de soins pour des questions d'argent. Donc, lorsque sur la grande masse, nous rassemblons de petits moyens, nous allons pouvoir, au nom de la mutualité, au nom de la solidarité nationale, au nom de l'équité, nous permettre à chacun de nous soigner. Ce n'est pas la question de l'argent qui va être la cause du défaut de soins de nos compatriotes. C'est ce que je pourrais rajouter. Joseph Gada du journal Économie et Développement. Concrètement, que deviendra l'INAM après la mise en place de l'assurance maladie universelle au Togo? L'INAM va continuer à conserver ses missions, ses attributions et ses compétences pour ce qui concerne les agents publics et assimilés. Et la nouveauté, ça concerne le fait que maintenant, la Caisse nationale de sécurité sociale va travailler à côté de l'INAM, également en tant qu'organisme gestionnaire, mais pour une catégorie de population qui est également délimitée. Il s'agit des travailleurs du secteur privé formel qui sont soumis au Code du travail ou qui sont déjà affiliés au régime général de sécurité sociale. Il s'agit des retraités du secteur privé. Il s'agit des travailleurs indépendants et il s'agit aussi de tous nos concitoyens qui relèvent de ce que nous pouvons appeler l'économie informelle, le secteur agricole, le secteur des transports, donc les artisans. Et par rapport aux gens sans revenus, alors, quelle serait la situation? Les personnes sans revenus, essentiellement, je crois qu'on fait référence aux personnes vulnérables, des personnes qui n'ont pas de moyens. Le dispositif n'a mis personne au bord du chemin. Il y a un mécanisme spécifique que nous appelons le système d'assistance médicale qui est proposé pour tous ceux qui sont en situation de vulnérabilité. Mais il faut bien comprendre que nous devons surveiller le statut de vulnérabilité parce que, en général, que l'assurance maladie, que ce soit au plan de l'organisation sociale, comme nous sommes en train d'y aller, ou que ce soit au niveau des assureurs privés, ce qui plombe le système, c'est ce que nous appelons le risque subjectif. C'est la tentation à frauder le système, la tentation à faire jouir des prestations par des personnes qui n'en ont pas droit. Mais heureusement, lorsque nous sommes dans l'assurance universelle, le jour où nous y arriverons, et c'est très bientôt, il n'y a plus personne qui n'est
plus de couverture qui soit tenté d'aller tricher. Donc, pour répondre à votre question, le mécanisme a prévu, effectivement, pour les personnes et les ménages vulnérables, une couverture spécifique. Il s'agit également de l'organisme de gestion et des organismes gestionnaires délégués dans la mise en place de l'assurance maladie universelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi consistent ces deux éléments et les attributions? Ce que nous appelons ici organisme de gestion, c'est tout simplement l'assureur. On va dire l'INAM, en l'état actuel, est l'assureur maladie des agents publics et titulaires de pension de la fonction publique. On va dire que le dispositif tel qu'il se présente, la CNSS va devenir l'assureur maladie des salariés du secteur privé et des titulaires de pension du secteur privé, si on veut parler français facile. C'est parce que nous sommes dans un dispositif à caractère social qu'on n'est pas porté à utiliser ces terminologies assureurs qui sont connues sous une autre rubrique. Maintenant, ces organismes de gestion, que ce soit l'INAM, que ce soit la CNSS, ont la possibilité de déléguer leurs compétences entièrement ou partiellement. Pour l'efficacité du système, l'INAM ou la CNSS peuvent décider de déléguer l'aspect collecte, paiement, recouvrement des primes à un organisme dans des conditions que l'État a fait, que le mécanisme a souhaité encadrer. C'est pour ça qu'il y a eu ce décret. Donc, organisme de gestion, on va dire tout simplement, c'est l'assureur de nos systèmes. Organisme gestionnaire délégué, ce sont des entités qui répondent à certains critères auxquels ces organismes de gestion peuvent déléguer une partie de leurs compétences ou de leurs missions. Nous avons dit que nos concitoyens qui relèvent des secteurs informels de l'agriculture sont dans la deuxième catégorie, le système d'assurance que gère la Caisse nationale de sécurité sociale. Si je prends les agriculteurs, il y a des groupements et des coopératives agricoles. La CNSS peut s'appuyer sur ces groupements et ces coopératives agricoles, soit pour identifier les agriculteurs, soit alors pour voir comment payer et recouvrer les cotisations des agriculteurs. On peut prendre le groupement des producteurs de coton, des producteurs de café, cacao, toutes les filières qui sont déjà structurées. Si je prends les artisans, la CNSS peut s'appuyer sur l'union des chambres des métiers pour exécuter. Donc, dans ce cas-là, l'union des chambres de métiers constitue un organisme gestionnaire délégué. Les groupements agricoles ou les coopératives agricoles constituent également des organismes gestionnaires délégués parce que la CNSS s'appuie sur eux pour pouvoir exécuter un certain nombre de ses missions et de ses compétences. Après ce décret pris, à quand l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle au Togo? Les décrets examinés et adoptés en Conseil des ministres et la communication ont prévu l'opérationnalisation à partir du 1er janvier 2024. Mais il s'agit en réalité d'un processus d'extension, puisque nous avons déjà les fonctionnaires et assimilés qui bénéficient déjà de l'assurance. Même certaines entreprises ont déjà anticipé et ont commencé à être affiliées à l'assurance maladie. Des agriculteurs ont commencé à être affiliés, des artisans ont commencé à être affiliés. Nous allons travailler concrètement pour voir les modalités pratiques. S'ils doivent continuer à relever de l'INAM, ils seront à l'INAM. S'ils doivent être basculés vers la Caisse nationale de sécurité sociale, ça c'est vraiment un travail de maison, c'est un travail technique. À partir du 1er janvier, nous allons accélérer. Mais avant le 1er janvier, nous avons déjà entamé un dialogue et des concertations avec toutes les couches et catégories de la population. C'est un travail continu de pédagogie, d'information, de sensibilisation pour amener chacun à comprendre c'est quoi l'assurance maladie et susciter et assurer l'adhésion de tous les bénéficiaires. Honoré Lemou, journaliste à Niwa TV, est-ce qu'il est possible de savoir les modalités d'accès aux prestations de soins couvertes par l'assurance maladie universelle? Il est établi ce qu'on appelle une
pyramide sanitaire. Normalement, quand nous sommes en zone rurale, nous avons les agents de santé communautaire. Après, nous avons ce qu'on appelle les unités de soins périphériques, qui ont même 2 niveaux en fonction de l'équipement, en fonction du personnel. Nous avons après les centres hospitaliers préfectoraux ou de districts, et puis au-delà, les centres hospitaliers régionaux, et puis les CHU, et puis des centres de référence. Lorsque vous avez mal à la tête, il n'est pas probablement utile d'aller au CHU. En le faisant, on prive peut-être le personnel et les équipements des soins pour les urgents, pour les cas sérieux, pour des accidents. Donc la pédagogie consiste à sensibiliser, à montrer que nous avons à optimiser. Tout est perfectible, c'est sûr. Nous pouvons faire beaucoup mieux. Mais nous avons constaté ensemble tout à l'heure que le chef de l'État, les pouvoirs publics mettent beaucoup. Donc le dispositif actuel a prévu, le chemin a montré. Si le cas est un peu plus sérieux, on élève le niveau, sauf si on va au premier niveau et que les médecins eux-mêmes référencent directement à un niveau élevé. Deuxième élément, pour accéder aux prestations, il faut nécessairement que les primes soient payées. Parce que, fut-elle sociale, quand on parle d'assurance, c'est la mutualisation des risques. C'est que nous aurons collecté des ressources qui permettent de financer ceux parmi nous qui seront malades. Peut-être que nous ne serons pas nombreux à être malades au même moment. Ça donne des chances de taux équilibre au système. Donc, la première chose, celui qui est immatriculé, celui qui est identifié, il doit payer sa prime avant que ne commence la période de prestation. C'est l'élément essentiel à retenir sur les conditions d'accès aux prestations ouvertes par l'assurance maladie universelle. Alors, nous savons qu'avec l'INAM, le taux est proportionnel au salaire des fonctionnaires. Maintenant que l'assurance maladie universelle arrive, quel sera le changement? Je voudrais indiquer que les décrets qui ont été examinés ce matin ne se sont pas déterminés sur la question des taux et des montants de cotisation. Donc, c'est une question qui sera examinée et réglée ultérieurement. Bien entendu, ceux qui sont déjà affiliés à l'INAM continuent à l'être dans les conditions actuelles. Comment identifier les personnes économiquement faibles? Quand on dit personnes économiquement faibles, ce n'est pas des situations qui sont éternelles. Aujourd'hui, je peux ne pas avoir d'emploi, ou je peux être victime d'accidents, d'invalidité qui évoluent, ou j'ai réussi au concours d'entrer dans la fonction publique. Je ne pourrai plus répondre de ce statut-là. Les services spécialisés doivent surveiller ce statut-là. Vous savez que parmi les projets prioritaires, on a l'identification biométrique de toute la population résidant sur le territoire togolais. Et nous avons également la mise en place d'un registre social des personnes et ménages vulnérables. Donc les critères et les conditions de ciblage et de sélection, d'identification des personnes pouvant être qualifiées de vulnérables ou de démunis, c'est un travail vraiment sérieux qui sera fait. Une communication aussi sera faite avec tous les acteurs pour que les gens comprennent à quelles conditions je peux être considéré comme étant une personne vulnérable et démunie pouvant bénéficier d'un certain nombre de prestations. Notre souhait, c'est de faire en sorte que personne ne soit indéfiniment dans le statut de vulnérable. Le gouvernement a écouté une communication relative au projet d'électrification rurale de 317 localités. Alors, selon le communiqué, il y a 56 qui sont prises en charge. Il faut reconnaître que l'écart est grand. Alors, pour le reste des localités, qu'en sera-t-il exactement? Le projet d'électrification par mini-réseau dont nous avons parlé portait à l'origine sur 317 localités. On l'a dit, ce projet a commencé en 2019. Vous savez que l'électrification, un peu comme la vie, est quelque chose de très dynamique. Et donc, chemin faisant, les services se sont rendus compte que les critères qui prévalaient en 2019 ont évolué.
soit de façon générale à l'échelle du pays, soit de façon localisée pour certaines régions. Il fallait donc faire une actualisation et redéfinir le périmètre pour que cette action, que la mise en œuvre de ce projet reste utile et pertinente. C'est au sortir de cette réévaluation chemin faisant qu'on s'est rendu compte que pour beaucoup de localités, soit parce qu'il y avait déjà eu des programmes du gouvernement qui avaient résolu un certain nombre de difficultés, il n'était plus pertinent d'envisager que ces localités soient électrifiées par des mini-réseaux. Probablement, dans l'intervalle, le raccordement au réseau électrique de la CET est passé par là. D'autres projets, par exemple, quand vous envisagez la région des Savanes, le programme d'urgence est passé par là et des actions ont été faites. Un certain nombre de programmes ont été déployés. Alors, dans ce souci d'efficacité, ce périmètre a donc été réduit pour ne plus considérer que les localités pour lesquelles ce système reste pertinent. C'est là que vous avez entendu, on a dit qu'il y avait désormais 50 plus 6. En réalité, les 6 s'y ajoutent. Maintenant, ce projet va porter, pas sur un nombre réduit, mais sur un nombre augmenté de 6. Parce que la détermination des critères a fait que 6 autres localités sont maintenant éligibles à ce programme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour ces 56 dont nous avons parlé, l'électrification par mini-réseau solaire va se poursuivre conformément à ce projet. Pour toutes les autres, vous savez que la stratégie d'électrification du Togo va vers un mix énergétique. Il y a des solutions d'électrification mixte qui sont envisagées. Vous l'avez également entendu, le chef de l'État a insisté pour que le gouvernement travaille à ce que l'ensemble des localités soient prises en compte. Encore une fois, nous restons fidèles à cette maxime. Nul ne sera laissé de côté. Donc rassurez-vous, toutes les 317 localités prévues à l'origine, plus les 6 qui s'y sont ajoutées, seront prises en compte et se verront électrifiées au fil du déroulement de ce programme, mais également de l'ensemble des autres dispositifs qui composent la stratégie nationale d'électrification. Nous avons aussi remarqué qu'après installation des matériels, il y a le problème d'entretien qui se pose. Alors, est-ce que le gouvernement a prévu de mettre en place un comité de suivi? Le gouvernement a fait le même constat que vous, ce qui est déjà une bonne chose, et le gouvernement a déjà pris les devants. Là, vous avez, on va distinguer 2 axes. Pour ce qui concerne l'électrification par des installations de type solaire, vous avez dû voir, si vous sortez de Lomé, qu'un programme de remplacement au plan national a déjà été déclenché. Ce programme a commencé par la région des Savanes, il s'est poursuivi dans la région de la Kara, est descendu dans la région centrale. Actuellement, ils en sont à l'étape de la région des plateaux. Il s'agit de remplacer toutes ces installations solaires qui sont devenues défectueuses avec le temps, les intempéries, les aléas de la nature. Actuellement, donc, je disais, ils sont dans la région des plateaux. Ce programme de remplacement va se poursuivre. Ce programme est couplé d'une autre mission de vérification de ces installations, de telle sorte que les réparations éventuellement nécessaires dans l'intervalle puissent être prestement menées. Le deuxième axe, c'est celui du réseau classique de la CET qui concerne davantage, donc, auquel vous avez dû avoir accès, le réseau électrique de la CET, pour lequel vous voyez sur vos factures souvent que vous payez une redevance éclairage public. À quoi ça sert? La redevance d'éclairage public qui est prélevée par la CET sert à la fois à la maintenance du réseau, à la réparation des installations défectueuses, au paiement évidemment de l'éclairage public, mais également à l'extension du réseau. Donc c'est le deuxième axe et vous verrez que de temps en temps, en fonction de la région où vous vous trouvez dans le pays, vous verrez des équipes de la CET qui font de la maintenance, de plus en plus désormais en collaboration avec les collectivités territoriales. Les mairies reçoivent des correspondances et la CET déploie des équipes qui pour maintenir des installations, qui pour remplacer ce qui doit l'être, ou alors pour couvrir des quartiers, des localités qui n'étaient auparavant pas raccordés au réseau électrique. Très bien, je voudrais vous remercier pour votre intérêt, pour votre suivi attentif de tout ce qui a été discuté aujourd'hui au Conseil des ministres et vous confier comme un message important, et pas seulement parce qu'on a parlé d'électrification, mais comme une lumière apportée à nos compatriotes, tout ce que vous avez entendu ici. Nous resterons disponibles pour que cet échange permette de faire de la pédagogie, mais également de faire comprendre tout ce qui est entre
Togocom sur la voie de la clôture de l'excellence. À l'EPP Kadjale 2 à Dancho Danchamba, le leader de la téléphonie mobile au Togo récompense les meilleurs élèves, relève de demain. Ici, les méritants de différents niveaux ont bénéficié du soutien du programme Nounia Togocom. Togocom ayant une politique qui va jusque dans les coins reculés, une politique de proximité, nous avons décidé à travers notre programme